Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble donc pendant une heure. Nous verrons une partie macroéconomique. Nous passerons ensuite bien sûr à l'analyse technique avec le Forex, les indices, les matières premières et nous terminerons sur le Bitcoin. Aujourd'hui donc ce sera de nouveau en décalé. Vous aurez le Market Live à 11 heures. Il est actuellement 9h30. Nous allons donc commencer toujours avec des marchés bien haussiers avec les résultats des FANG notamment, mais surtout par le soutien donc de Gilead ou de la communication de la Maison Blanche sur Gilead et sur les tests qui paraissent pour le moment concluants. Cette annonce avait déjà été faite la semaine dernière et puis un retour parce que les études n'étaient pas terminées. Ici de la même façon, certains experts donc médicaux précisent qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions, mais cela tient le marché malgré un PIB donc aux États-Unis en baisse de 4,8% alors que nous attendions une baisse de 4%. Mais cette annonce, donc bien avec un timing parfait, a permis de ne pas discuter ou en tout cas de faire oublier ce PIB. Donc les marchés se sont focalisés sur bien sûr les résultats d'entreprise, notamment les FANG qui dirigent le marché et ses résultats donc sur Gilead. Nous allons parler donc de tout ça. Gilead, je le disais, nouvelle optimiste avec des résultats qui sont concluants, mais pas tout à fait terminés dans le fait qu'il va falloir vérifier donc toutes ces données. A priori, une pression de la Maison Blanche, ou en tout cas une communication plutôt venant de la Maison Blanche parce que lorsqu'il y a des études, cela est ensuite vérifié par d'autres professionnels du secteur. Il y a d'autres études, ici donc des résultats préliminaires qui sont plutôt pour le moment concluants. Je le rappelle, donc la semaine d'avant, il y avait eu également ce type de communication qui avait été donné et qui avait été donné après les inscriptions au chômage et puis finalement de la même façon un retour en arrière avait été prononcé du fait que les études ne soient pas terminées. Il y avait une étude également de ce médicament qui avait été testé en Chine, qui n'était pas concluant, mais il apparaîtrait donc que ces études n'ont pas été terminées. Pour le moment, en tout cas, cela permet au marché de rebondir, de voir toujours cet optimiste et de voir cette hausse donc de boom économique, parce que c'est ce que les marchés price actuellement, hein, bien sûr, si l'on revient en 2009, la baisse du marché où le point bas était en mars 2009, justement avec les perspectives d'un retour haussier 6 mois plus tard, et nous voyons sur les statistiques économiques d'ailleurs, un retour haussier quelques mois plus tard. Ici, les marchés price de la même façon ce retour haussier d'ici quelques mois. Pour autant, et nous allons en parler juste après, la Fed, elle, ne s'est pas montrée aussi positive. La Fed, donc, qui continue bien sûr de soutenir les marchés, qui continuera de soutenir les entreprises au travers d'injections de liquidités, des injections extrêmement massives. Le bilan de la Fed est actuellement de 6100 milliards de dollars, plus 1800 milliards en 4 semaines. Fin de la crise 2008-2009, nous étions sur un bilan à 2000 milliards, à la fin de la crise. Ici, donc, je le rappelle, un bilan qui dépasse les 6000 milliards de dollars au niveau de la Fed, et donc on voit bien une économie qui n'est plus une économie de marché, mais qui est une économie des liquidités et qui est soutenue par la Fed. Donc tant que la Fed soutient les marchés, donc continue d'acheter. Et donc cette phrase donc don't try to beat the Fed, n'essayez pas de battre la Fed, est tout à fait en train de se vérifier. Donc malgré des résultats décevants, malgré le manque de perspectives, malgré l'absence même d'anticipation des entreprises, nous avons la Fed qui injecte des liquidités, et donc les marchés qui voient cela d'un œil positif. D'un autre côté, la Fed qui continue de soutenir est plutôt négatif. Mais en effet, 2000 milliards, voire même 3000 milliards apportés par la Fed et par le Congrès américain plus la Fed derrière. En effet, donc on voit un soutien massif qui permet donc de voir un retour haussier. Voilà, mais cela traduit bien sûr d'une économie qui est maintenant complètement dépendante, qui l'était déjà avant, et qui est complètement dépendante des taux bas et de l'argent accessible. Et donc un retour en arrière devient impossible. Déjà auparavant c'était très difficile. Maintenant, imaginons une hausse de taux parce qu'il y a des craintes d'inflation. L'économie donc ne pourra pas tenir cette hausse de taux. C'est ce qui avait amené d'ailleurs une chute en 2018 notamment, avec des perspectives de hausse de taux, et puis finalement quelques mois après nous avions eu 3 baisses de taux alors que le Covid n'était pas là. Ici donc un peu plus, on s'enfonce un peu plus dans cette dépendance financière des économies mondiales, et donc on n'appelle plus ça une économie de marché, mais plutôt voilà une
comment appeler ça, une dépendance à la Fed, une économie qui est soutenue ou en tout cas qui vit grâce à la Fed. Ici, et nous verrons d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure, nous verrons la BCE qui interviendra donc cet après-midi, avec les PIB également qui pourraient ne pas avoir d'impact important malgré des PIB extrêmement décevants. Jérôme Powell, de son côté, un message qui n'a pas été encore entendu. Jérôme Powell qui n'a pas su indiquer à quelle vitesse et surtout si le chômage et la croissance reviendraient sur des niveaux avant crise. Autrement dit, aucune perspective, ce qui paraît plutôt un message, en tout cas pour essayer de rassurer les marchés, pour ne pas justement inquiéter les marchés sur le fait que l'économie ne va pas reprendre de façon extrêmement importante, sinon la Fed n'aurait pas manqué de dire justement que les perspectives économiques sont bonnes et que le fort rebond va être visible. Ici, le président de la Fed n'a pas su indiquer à quelle vitesse, mais surtout si le chômage et la croissance reviendraient un jour sur les niveaux avant crise. En tout cas, ici, cela traduit bien d'une économie qui ne va pas rebondir dès le deuxième ou troisième trimestre. Ici, nous n'avons que les résultats du premier trimestre. Le confinement s'est décidé donc à partir de la fin de mars, donc fin du trimestre, et nous avons quand même une économie américaine qui est en baisse de 4,8%, plus de 5% de baisse au niveau de la France, également au niveau de l'Espagne, et seulement pour le premier trimestre. Attention, le deuxième trimestre. Et même si, en effet, il y a un rebond, il va être très très difficile de revenir sur les niveaux d'avant-crise, et donc des valorisations aussi élevées ne sont pas justifiées. Si l'on prend également les GAFA, nous en parlerons juste après, on va en parler dans un instant. Si l'on prend justement les GAFA, les FANG, il manque Microsoft bien sûr là-dessus. Nous avons eu donc Facebook, Amazon qui est en forte hausse, à plus de 10 ou 15% de son ancien plus haut historique. Apple qui n'a pas encore donné ses résultats, qui les donnera ce soir. Netflix, bien sûr, soutenu pour le moment par le confinement. Et Google, qui a donné des résultats également, comme Facebook, sur les publicités qui restent assez solides. Mais je le rappelle, c'est le premier trimestre, et donc c'était plutôt les entreprises qui sont en Chine, sachant que Google et Facebook ne sont pas en Chine. Voilà, nous avons tout de même des FANG qui ne sont pas impliqués, ou en tout cas qui ne sont pas impactés par le ralentissement en Chine, mais qui seront impactés par le ralentissement en Europe et aux États-Unis. Apple, en revanche, lui, va être très probablement impacté au premier trimestre. Mais les analystes restent positifs sur la valeur, malgré une baisse probable du chiffre d'affaires. On va surveiller bien sûr l'iPhone, mais certains analystes voient donc un futur plutôt positif, avec notamment la 5G bien sûr. Toutes les sociétés de technologie de semi-conducteurs et de nouvelles technologies vont en profiter bien sûr, mais voilà, donc on a déjà oublié le ralentissement et on est déjà sur le retour de la 5G, mais attention, avec des ralentissements importants. Il ne faut pas oublier aussi que la plupart ou tous les gérants de ces sociétés, à l'image bien sûr de Bezos, donc sur Amazon, font leur fortune sur la capitalisation boursière et donc ne vont pas donner des indications négatives parce que bien sûr le plus gros de leur salaire, en tout cas de leur rétribution, est plutôt sur la hausse du cours de bourse et donc ont un impact extrêmement important. Ils peuvent baisser leur salaire de plusieurs millions, mais gagnent plusieurs millions sur l'augmentation des cours de bourse. Donc on va tout de même avoir très probablement un discours plutôt positif et sans vision par contre sur l'avenir. Normalement la bourse est plutôt sur la perspective d'une croissance. Ici sans perspective, sans objectif, des publications qui sont pour certains en dessous du marché, mais tout de même toujours haussier. En tout cas ici, nous avons tout de même eu que les sociétés qui ne sont pas trop impactées par la Chine. Nous allons donc surveiller ce soir Apple. Apple, justement, donc son exposition à la Chine qui pourrait coûter cher, malgré donc des perspectives plutôt rassurantes, et également bien sûr des soutiens au niveau du buyback, en tout cas des rachats d'actions qui ne vont pas s'arrêter chez ces sociétés, donc qui vont continuer de soutenir le cours de bourse. Ici, ce sont donc en bleu les revenus, le chiffre d'affaires d'Apple et les profits en vert. Nous voyons donc le deuxième trimestre, donc ici de l'année dernière, donc deuxième trimestre qui est décalé pour Apple, qui est décalé pour Apple, pardon, le quatrième d'ailleurs, en tout cas le trimestre en cours ici que nous allons avoir, et nous surveillerons cela avec attention. Donc
Les analystes attendent plutôt 50 à 55 milliards de chiffre d'affaires, donc en légère baisse par rapport à ce que nous avons vu l'année dernière, mais rien d'inquiétant. Nous verrons donc cela. Tout de même, Apple a lancé un, un un téléphone à moins de 400 dollars qui ne ressemble pas du tout au business model de Apple et pourrait justement montrer que les perspectives d'Apple sur la consommation est plutôt négative et donc ne voit pas justement l'intérêt d'avoir, ou en tout cas voit l'intérêt d'avoir un téléphone qui est moins cher. C'est ce qu'on peut penser. En tout cas, on regardera ça avec attention. Ici, nous allons reprendre donc sur les USA, sur le PIB, justement, le PIB qui est tombé sous l'anticipation, moins 4,8%, nous attendions moins 4% ici. On le voit, ce plus bas, donc le plus bas que nous avons constaté, en tout cas sous ces niveaux, c'est donc la crise de 2009 ici, mars 2009, avant une reprise haussière ici, c'était le chiffre du T1 2009, donc il y a quelques années, mais c'était dans de la publication, donc en avril-mai également. Que nous voyons, nous attendons bien sûr une baisse extrêmement importante, bien plus importante que tout ce que nous avons vu ici au deuxième trimestre. Nous suivrons cela avec attention, bien sûr, les résultats des FANG et Gilead a permis de ne pas voir vraiment cette baisse plus importante du PIB, et puisque les marchés sont déjà sur le troisième trimestre, toutes ces informations sont déjà a priori prises en compte, et donc habituellement les résultats sous le consensus sont plutôt négatifs. Ici pour le moment tout est pricé déjà par la bourse. La BCE ici qui va être suivie avec attention également dans la journée, donc les PIB qui sont décevants mais qui ne permettent pas en tout cas qui n'amènent pas à une baisse des marchés financiers, et la BCE, Apple par la suite. Voilà la journée donc assez importante, mais la journée d'hier qui était aussi importante n'a pas amené une baisse, donc ici on peut s'attendre également à un nouveau soutien des marchés, même si Apple voit une baisse de son chiffre d'affaires et même si Apple ne donne pas de perspectives chiffrées ou même de perspectives qu'elle soit vague. Ici au niveau de la BCE, qu'est-ce qu'on va surveiller? Bien sûr le taux de dépôt qui est déjà négatif, qui pourrait être négatif un peu plus, mais cela paraît tout de même difficile, avec notamment les banques, et la BCE qui pourrait attendre justement pour accélérer, donc pour essayer de voir un peu plus l'impact sur l'économie mondiale. Donc il y a les taux de dépôt bien sûr, il y a le quantitative easing également qui pourrait être augmenté, les rachats d'actifs mensuels qui pourraient être rachetés, et deux autres choses que l'on va surveiller avec attention, ce sont les junk bonds, donc les junk bonds, donc les obligations qui sont risqués en tout cas avec des taux plus importants, des achats de high yield, junk bond qui pourraient être, comme la Fed l'a annoncé, qui pourraient être rachetés au niveau de la BCE, et cela est un point important parce que l'Italie, la dette de l'Italie a donc été, Fitch a dégradé l'Italie jusqu'à un niveau juste au-dessus des junk bonds, et donc si l'Italie était de nouveau dégradée, si la BCE ne décidait pas d'acheter des junk bonds, cela donc laisserait seule l'Italie, et donc très probablement la BCE pourrait aller vers ce type de rachat d'actifs. Premier point, l'Italie et les junk bonds, et deuxième point, c'est bien sûr l'outlook, en tout cas les perspectives économiques, même si celles de la Fed sont plutôt très pessimistes, cela n'a eu que peu d'effet parce qu'il y a Gilead et puis il y a toujours la Fed qui rachète des actifs. Donc ici, de la même façon, cela pourrait tout à fait passer aux oubliettes. Mais nous suivrons avec attention, bien sûr, tous ces points, et le taux de dépôt, le quantitative easing, d'autres outils qui pourraient être utilisés, la préconisation de mesures budgétaires des États, et les deux choses les plus importantes, donc les perspectives pour nous en tout cas, et l'achat ou non de junk bond, les commentaires concernant l'Italie ou même la dette des États. N'oublions pas qu'après 2009, même si ici a priori la crise du Covid pour la plupart des marchés et des investisseurs est déjà passée, en 2009 lorsque la première crise est passée, nous avons eu une crise de la dette. Donc dans la perspective de voir d'avoir une crise qui est derrière nous, attention à la seconde qui serait amplifiée bien sûr par ces endettements extrêmement importants, ces soutiens, l'abandon des mesures, ou en tout cas des objectifs de déficit des États. Attention à cette BCE, ce sera donc en début d'après-midi. Le PIB également, les statistiques en zone euro qui sont décevants. La France, moins 5,8% pour le premier trimestre, contre 3,5% attendu.
Donc tout de même bien au-dessus. Les ventes de détail en Allemagne qui sont en forte baisse. Le chômage que nous verrons à 10h, je le rappelle, il est 9h43. Le PIB de la zone euro est attendu à moins 3,2 contre un précédent en hausse de 0,1 tout de même. Donc tout de même un ralentissement économique qui était déjà anticipé, mais nous voyons donc peu importe une hausse. Ici sur le PIB en Espagne également donc sur le premier trimestre moins 5,2 contre une baisse de 4,4 attendue, donc de la même façon. Nous suivrons donc l'Allemagne d'ici 10 minutes, nous en parlerons sur la partie technique, je le rappelle donc il est 9h43 actuellement, et puis le PIB bien sûr de la zone euro qui est attendu à moins 3,2. Pour terminer donc les résultats d'entreprise, des résultats décevants comme je le disais, mais peu importe, au-delà bien sûr des FANG et des GAFA, hein, le fait est que ces 5 sociétés font 20% de l'indice S&P 500, alors qu'il y a 500 sociétés, et font environ 50% ou 40% de l'indice S&P 100, il y a 100 sociétés. Donc voilà, il y a tout de même d'autres sociétés qui ne sont pas forcément dans une position très positive, notamment ici Shell, donc Royal Dutch Shell, qui a donné des résultats décevants bien entendu, mais qui a surtout réduit ses dividendes, qui ne l'avait pas fait depuis la guerre, depuis l'après-guerre, donc de 1900, en tout cas l'après-guerre, je ne connais pas la date exacte, mais c'était justement depuis la guerre, que Shell, Royal Dutch Shell, donc une des majeures pétrolières, n'a pas réduit ses dividendes. Donc même pendant la crise, même pendant d'autres crises, même pendant les pics pétroliers, ou en tout cas 87, les crises, Shell n'a jamais réduit son dividende. Pourtant, il réduit ici son dividende, ce qui est plutôt un message négatif pour le marché. Ce type de major pétrolière, bien sûr, la conséquence de la baisse du pétrole qui va peser à long terme sur de nombreuses sociétés aux États-Unis notamment. D'autres sociétés ont donné des résultats qui sont toujours décevants et sans perspective pour la plupart économiques. Certains se risquent à préciser qu'un rebond peut être constaté dans les prochains trimestres. Voilà donc sur la partie macroéconomique. N'hésitez pas donc à vous rendre sur IG News Actualité une nouvelle fois pour trouver des analyses tous les jours. Nous allons maintenant passer sur l'analyse technique. Nous verrons donc le Forex, indice et matières premières avant le Bitcoin. Par la suite, le Bitcoin qui est d'ailleurs en forte hausse, qui a dépassé les 9000 $, qui suit le mouvement des marchés. Nous en parlerons ici sur le Forex, euro-dollar, USD yen, GBP USD, AUD USD et USD CAD pour terminer. Nous allons donc voilà sur l'euro-dollar. Ici une patience que nous pouvons regarder justement sur le Forex. Ici, toutes les paires de devises évoluent à 0,10 maximum, à la hausse ou à la baisse, dans l'attente de la BCE notamment, et de l'attente de savoir ce que va faire la BCE. L'euro-dollar donc qui est en hausse, avec une légère baisse du dollar américain, donc avec la perspective d'un soutien de la BCE. L'euro-dollar est en hausse malgré des PIB décevants. Et donc on voit bien que les marchés donc sont plutôt intéressés par des soutiens financiers que par l'économie réelle et les fondamentaux. Et donc la perspective de voir la BCE poursuivre ses rachats d'actifs, poursuivre des injections de liquidités, soutenir les junk bonds, permet donc de progresser. Les PIB décevants et sous le consensus n'emmènent pas donc à une baisse de l'euro-dollar. Pour autant, ici dans la matinée, nous devrions voir un calme assez important sur les marchés, en tout cas sur le marché Forex, dans l'attente de la BCE, donc en début d'après-midi, je le rappelle. Nous aurons donc comme d'habitude 13h45 les taux qui ne devraient pas bouger bien sûr, et la déclaration en tout cas le discours qui devrait être par la suite à 14h30. Nous regardons donc cela avec attention ici. Au niveau technique, cela pourrait permettre donc de venir tester le plus haut récent. Ici nous sommes en journalier, le plus haut récent qui est situé donc au niveau du 20 avril, voire de tester ici l'oblique, donc cet oblique qui était son ancien support oblique, qui a déjà mis en échec ici, nous le voyons, il pourrait revenir ici sur le seuil des 1,09, donc au-delà des 1,0865 que nous surveillons auparavant. Nous suivrons cela avec attention. Attention à un échec, attention à des craintes, ce qui paraît peu probable, étant donné
la direction que prennent les marchés, que continue de prendre le marché malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Tout est déjà pricé. Cette crise semble être finie si l'on regarde bien sûr les marchés financiers. En tout cas, ici, il pourrait y avoir justement un calme, mais qui pourrait nous amener, nous allons regarder en 15 minutes, cela est plus difficile étant donné que nous sommes en décalé, les 9h50 actuellement. Voilà, on voit donc un retour au-delà des 1,0875 ici, un test du plus haut récent donc sur les 1,0889. Nous pourrions voir une accélération ici qui pourrait permettre légère accélération qui pourrait permettre de venir sur les 1,09 peut-être à l'entame donc de cette conférence de Christine Lagarde. Attention tout de même au niveau technique, nous voyons un échec à se maintenir. Probable accélération donc au niveau du discours de Christine Lagarde. Cela pourrait donc rester légèrement soutenu sur l'euro-dollar malgré toutes les publications négatives, et ce qui pourrait nous conduire à un seuil des 1,09. On voit également le dollar américain qui pourrait évoluer également en baisse, soutenir ce léger rebond. Mais attention, pas de volatilité attendue en matinée de façon importante, malgré bien sûr les PIB en zone euro, malgré les publications décevantes. Le PIB au niveau de la zone euro et également le discours de Christine Lagarde que nous vérifions seront un peu plus tard dans la journée. Le PIB tout de même. Le PIB donc pourrait être bien sûr décevant, je le dis, nous attendons donc à moins 3,2, il sera publié lui à 11h, donc nous vérifierons cela avec attention, mais étant donné l'effet des PIB au niveau de la zone euro, au niveau des pays de la zone euro, peu d'impact. Nous allons voir plutôt un impact au niveau de la BCE et au niveau du discours de Christine Lagarde, mais tout de même nous surveillerons à 11h le PIB. Ici donc au niveau haussier, il faut se maintenir ici au-delà des 1,0885 pour venir chercher les 1,09. Nous sommes en 4 heures, mais nous sommes en 15 minutes, mais attention donc avec ce décalage. On voit également un niveau important de résistance. Ici donc sur les 1,0879 qui correspond quasiment au 1,0865 que nous avons vu. Il y a l'oblique également, cette oblique depuis le 15 avril, les moyennes mobiles 100 et 200 périodes, et donc attention à un échec à se maintenir au-delà de ces 1,0880 qui pourrait conduire au niveau technique à un retour ici sous la moyenne mobile 100 périodes, c'est 1,0870, et donc de la même façon à revenir ici sur le plus bas récent, non loin des 1,08, mais peu de volatilité donc attendue avant l'entame, donc avant 13h45, 14h30, avant le compte rendu de politique monétaire, et bien sûr surtout le discours. Voilà les niveaux que nous surveillons, donc le maintien, le dépassement des 1,0880 au-delà de la moyenne mobile 200, nous attendons un retour sur les 1,09, l'échec en revanche et un retour sous la moyenne mobile 100 ici, attention au retour sur les 1,08, 1,0810. Voilà, pour terminer ici en journalier, donc nous voyons c'est 1,09. De la même façon, en cas de retour sous les 1,0865 que nous avons vu 1,0880, de la même façon, donc attention ici au retour sur les 1,08. Voilà sur l'euro-dollar. Nous passons maintenant donc à ce GBP à l'USD-Yen. L'USD-Yen également qui poursuit sa tendance baissière avec une faiblesse du dollar américain, bien sûr avec des perspectives, ou en tout cas des marchés financiers qui progressent. Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, les valeurs risquées, et donc abandonnent le dollar américain. Et cela profite également au cours de l'or, nous en parlerons ultérieurement dans la partie matières premières. Ici, c'est donc le cours du dollar qui reste tout de même dans cette oblique, dans ce biseau ici, qui pourrait nous conduire ici sur le dollar. Nous sommes sur le dollar américain, mais cette perspective pourrait nous conduire ici, justement avec une baisse du dollar, s'il n'y a plus de crainte, sur le bas de canal, en tout cas sur ce support oblique qui est situé actuellement sur les 99,27. Et cela pourrait permettre justement à l'euro-dollar ou ici à l'USD-Yen de poursuivre ici sa tendance baissière maintenant que nous sommes sous ces 107, sous ce niveau que nous avons défini, et maintenant en train de tester les 106,65, c'est 38,2 de Fibonacci. Nous avons d'autres niveaux donc que nous allons surveiller ici sur l'USD-Yen. Voilà, nous avons ce biseau également qui se dessine, et cette baisse justement, s'il y a une baisse des craintes ici, nous pourrions voir tout de même une poursuite de la baisse sans accélération importante.
et nous conduire ici sur le bas le support oblique qui est actuellement situé sur les 106,30 donc que nous voyons un franchissement ou en tout cas une accélération du dollar américain. En revanche, nous surveillerons le dépassement ici de cet oblique qui est situé actuellement sur les 106,80 et qui pourrait nous conduire une nouvelle fois sur les 107,32. De la même façon, pas d'accélération attendue tant que nous sommes dans l'attente donc de cette tant que nous sommes dans l'attente donc de la BCE ici. Au niveau comment dire hebdomadaire également, nous voyons donc, si nous voyons une accélération de cette tendance baissière sous les 107,32, le franchissement ici, le nouveau franchissement donc des 106,40 que nous avons vu également sur d'autres horizons de temps, qui est l'objectif baissier, pourrait nous amener ici sur les 23,6 qui est l'objectif sous ce niveau, sous les niveaux que nous avons déjà définis, sur les 105,32. Voilà, nous passons au GBP USD. Le GBP USD également qui se maintient sans volatilité importante, mais tout de même, nous voyons une baisse ici, alors que le dollar américain donc est à l'équilibre. Nous avons tout de même une baisse. Donc attention à ce risque ici, pas de publication au niveau du Royaume-Uni, hein, c'est surtout la zone euro que nous allons surveiller donc avec attention. Nous allons passer en journalier sur la paire de devises. Voilà, toujours en train de bloquer ici sous les 1,2462 hein, qui a déjà mis en échec donc cette paire de devises. Donc un retour baissier ici, attention donc à cette épaule tête-épaule qui pourrait, en cas de retour baissier, qui pourrait amener à une baisse plus importante sur le GBP USD, conduit peut-être par une hausse du dollar ou des craintes donc sur le GBP avec justement ce confinement qui a été fait plus tard et donc une reprise du travail qui pourrait être plus longue. On a vu des vacances ou en tout cas en Espagne, donc on voyait des réservations voilà, de certaines agences pour des vacances en Espagne qui excluent les Britanniques, qui excluent la population britannique du fait justement de ce confinement qui a été fait plus tard et donc qui pourrait être plus long à reprendre le travail ou en tout cas des risques sur un peu plus de temps. Rappelons que les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont à peu près fait en même temps. Du côté des États-Unis, c'est une réouverture massive, progressive, mais une réouverture massive. Hein. Donc on a deux façons de déconfiner ou en tout cas de reprendre l'économie. Ici d'un côté les Britanniques qui pourraient être exclus de certains lieux malheureusement en tout cas ou de vacances à l'étranger et de l'autre côté les États-Unis, je parle du confinement qui a été fait à peu près en même temps, qui réouvre. Ici, donc attention à ce nouvel échec en tout cas qui pourrait nous conduire au niveau technique à un épaule-tête-épaule ici et donc nous conduire une nouvelle fois sur les 1,22, sur le seuil des 1,22. Un franchissement ici. Il faut venir franchir sur le journalier donc ces différents niveaux, donc le plus haut sur les 1,25 ici, 1,24,90 et 1,25,22 qui a mis en échec ici, qui devrait nous permettre de venir ici tester les 1,26,70, la moyenne mobile sans période et les 50% de Fibonacci. Un échec, attention, sous les 1,24 au retour sur les 1,22, donc sur le GBP USD. Ici, nous voyons de la même façon une nouvelle hésitation, donc sur la moyenne mobile sans période. Et donc en 4 heures, nous avons ce seuil des 1,25, 1,25,17 que nous avons cité également journalier, et la moyenne mobile sans période. Le franchissement ici de la moyenne mobile sans, premier objectif sur les 1,24, 1,23, 90 donc attention en cas de retour ici les 1,22 sur ce seuil également. Il y a d'autres niveaux à surveiller, notamment le seuil des 1,22,50 ici, moyenne mobile 200 périodes et le plus bas que nous avons vu récemment, mais nous pourrions revenir ici sur le seuil des 1,22 voire sur le support oblique ici court terme que nous avons défini. En revanche donc le maintien au-delà pourrait permettre de progresser si nous avons un nouvel espoir, des nouveaux rachats comme nous avons vu hier, hein, pas de crainte importante étant donné que les PIB sont au plus bas, mais que la Fed rachète et que les fonds vont bien, ici nous pourrions avoir le même phénomène. Attention tout de même à la BCE qui est généralement moins accommodant que la Fed et à préciser, ou en tout cas ce que nous pouvons penser, c'est que les décisions réelles, donc un soutien massif de la BCE, oui, mais pas forcément tout de suite, en attendant justement d'avoir le réel impact, ce qui est tout à fait logique, de l'épidémie, plutôt que
d'injecter tout de suite d'autres liquidités, mais le problème, en tout cas le point que nous allons surveiller, c'est bien sûr l'Italie et les junk bonds qui pourraient amener des risques importants. Donc attention tout de même à ces risques, mais on voit tous les risques et toutes les publications qui ne sont pas forcément des risques, puisque voilà, ne tentez pas de battre la Fed. Voilà, l'adage est tout à fait possible. Un autre point que je n'ai pas encore évoqué, mais nous allons en parler, c'est bien sûr Sell in May and Go Away. Nous sommes le dernier jour d'avril. Demain c'est le 1er mai, donc voilà, il y a également cet adage, nous vérifierons si cela est également vérifié, parce qu'après une hausse extrêmement importante, des craintes s'il y a un point, par exemple Apple qui déçoit de façon importante, avec, je le dis, cette corrélation à la Chine que nous n'avons pas sur les autres FANG, et la BCE et le sell in May, attention tout de même aux prises de bénéfices qui pourraient amener justement à cette baisse. Mais bon, il est difficile de voir du négatif lorsque nous avons des publications extrêmement décevantes, mais que les marchés montent. Donc tout de même attention à ces points, nous en parlerons par la suite, notamment sur les indices. Ici GBP USD, voilà donc les niveaux que nous avons à surveiller. La UD USD qui hésite également, la UD USD qui est très surveillée, la UD qui est une paire de devises qui est plutôt positif, et on le voit d'ailleurs avec cette reprise économique, ce qui a amené à casser toutes nos résistances et même à passer au-delà des 0,65, ici du seuil des 0,65 et du plus haut que nous avions vu ici le 11 mars, donc le plus haut depuis un mois et demi maintenant. En 4 heures, nous allons regarder d'abord en hebdomadaire sur la UD USD, je le dis, donc s'il y a une nouvelle hausse importante, nous devrions voir une accélération. Au niveau des PMI en plus en Chine, plutôt positif, plus de contraction sur l'officiel, une légère contraction sur le CAC 5. En revanche, sur la Chine, nous avons tout de même des déceptions, qui est passé inaperçu également, la baisse du niveau d'exportation extrêmement important, qui montre donc bien sûr le ralentissement au niveau de la zone euro et au niveau des États-Unis. Je parle donc de la Chine parce que je le précise souvent, c'est le principal partenaire de l'Australie, mais surtout parce que la monnaie australienne est, impactée par les échanges internationaux, et donc voilà, elle pourrait revenir en baisse s'il y a des craintes, mais pour le moment c'est plutôt l'achat massif qui se poursuit ici. Le dollar américain bien sûr aide la UD/USD à se maintenir, mais on voit 0,05 de baisse, une légère hausse ou un calme sur la UD/USD. Donc ici pas de résistance au niveau hebdomadaire, ce qui pourrait nous conduire ici sur les 0,6640, mais attention, au niveau journalier déjà, nous allons regarder au niveau journalier, voilà, nous sommes au-delà de cette moyenne mobile, et donc on voit également ces 0,6672, donc quasiment le plus haut que nous avons cité également en hebdomadaire. Donc au-delà de cette moyenne mobile, un retour sur la moyenne mobile 200 est tout à fait possible. Un échec en revanche que nous avons vu ici sur le plus haut, que nous allons regarder également 4 heures, retour sous la moyenne mobile sans période, nous pourrions revenir ici sur les 0,6438. Des craintes importantes pourraient amener à une réelle baisse sur la UD/USD, avec une hausse du dollar américain et une baisse de ce type de devise qui pourrait nous ramener plus bas sur les 0,64. Mais l'objectif sous la moyenne mobile 100 ici, placé sur les 0,65, le retour sur le seuil des sur le plus haut récent, l'ancien plus haut récent, sur les 0,6438. Un maintien, une hausse, une baisse du dollar, retour sur les 0,66, 70, 80 ici. Voilà, l'USD4 pour terminer, avec un pétrole qui rebondit. Nous avons des marchés et un dollar qui baisse, des marchés qui sont en hausse, un dollar qui baisse, ce qui est plutôt profitable ici au dollar canadien. En tout cas, l'USD4 qui revient sur son niveau, qui revient donc sur l'objectif baissier ici. Le rebond du dollar, plus 5%, mais nous sommes toujours sous les 17 dollars. Donc voilà, c'est tout de même un cours du pétrole qui n'est pas viable. Les faillites en répétition aux États-Unis, bien entendu. Mais tout va bien tout de même, et l'USD4 ici revient sur ces niveaux. Un niveau de support tout de même important qui était le plus bas donc depuis le 16 mars ici, depuis la hausse que nous avons observée, la baisse des marchés financiers, et donc c'est un support important. Hein. La cassure ici pourrait amener à une accélération en cas de retour sur le dollar américain, sur le pétrole. Hein. Nous pourrions tout de même avoir des informations avec une baisse de la production, et le pétrole pourrait reprendre une tendance haussière de long terme, sans voir non plus une accélération importante, mais reprendre un peu de hausse, même si les tensions sont, et on le voit d'ailleurs avec Shell, je l'ai dit, Shell qui a donc baissé
qui a baissé son dividende la première fois depuis 1940. C'est tout de même extrêmement inquiétant et les faillites. En tout cas, revenons sur l'USD CAD. Le dollar canadien, en tout cas le Canada, pas de publication aujourd'hui. Le PIB, à part le PIB en tout cas, le PIB mensuel de février qui sera publié aujourd'hui. Nous surveillerons cela avec attention, mais c'est surtout, bien sûr, les marchés financiers, le cours du pétrole qui va nous donner raison ou pas ici sur le dollar américain. Si le dollar américain continue d'évoluer donc sans réelle tendance ou à la baisse avec la hausse des marchés, nous pourrions casser ce niveau des 1,3860 avec un objectif de revenir sur le seuil des 1,38 ici qui nous a permis de construire notre Fibonacci en 2017 avec la baisse importante donc qui est le plus bas qui est l'objectif en tout cas en cas de retour. Maintien ici, retour sur les 1,40 avec un intermédiaire donc qui est situé ici sur les 1,3926. Voilà, les 1,3926 qui ont permis le rebond. Ici, le 28 avril, une nouvelle fois sur le 7 avril, et également que nous avons vu à plusieurs reprises. Donc, ici, un range, donc 1,3920, 1,3930, donc qui est la résistance, l'accélération vers les 1,40. Nous allons passer en 15 minutes, de la même façon, il est 10h04, nous sommes en décalé, donc il est plus difficile voilà, de faire sur du plus petite période. Donc on voit c'est 1,3840, en tout cas c'est 1,38 voilà, ce plus bas récent ici sur les 1,3856 qui maintient l'objectif donc d'accélérer. Nous voyons différents niveaux. Les niveaux à surveiller au-delà des 15 minutes, au-delà de la moyenne mobile 100, nous pourrions voir une réelle accélération vers les 1,40 justement, donc les 1,39 ici qui correspond également au niveau que nous avons détecté. Voilà, et nous voyons donc différents niveaux en 4 heures de la même façon, peu de niveaux, nous allons regarder plutôt en journalier sur les niveaux, voilà, les 1,39, donc 1,3920, 1,3930, l'accélération ici vers les 1,40. Le retour baissier, les 1,38, 1,37, 94 en ligne de mire. Voilà donc pour le Forex. Nous passons donc aux indices, nous regarderons le CAC toujours, DAX 30, Dow Jones 30, S&P 500 et Nasdaq 100. Nous avons cassé cette résistance finalement, ce qui a permis une nouvelle accélération vers les 4752 points. Le franchissement ici des 4800 pourrait permettre une accélération vers les 5000 points. Voilà, haussier, donc ce qui pourrait être visible sur le marché avec toutes ces hausses. Pour le moment, des marchés qui restent à l'équilibre, qui sont assez fébriles, mais voilà, la BCE pourrait permettre l'accélération, ou au contraire une baisse importante. On voit des marchés qui vont rester assez fébriles. Au niveau, donc ici, il faudrait venir sur les 4800 pour venir tester après les 5000 points, donc ici, 6,62 tout de même de hausse, qui est assez important. On va regarder à court terme les autres niveaux. Au niveau de la baisse, c'est un retour sur les 4600, 4500, 90, donc qui nous attend si la BCE se montre plus fébrile. Au niveau ici donc du 4 heures, nous avons cassé la résistance également, qui a permis une nouvelle accélération. La première résistance, puis le plus haut récent, ce qui permet l'accélération. Voilà, peu de résistance donc à court terme, 4930 points donc avant le comblement du gap ici et le seuil des 5000 points. À la baisse, on l'a vu, donc les 4752 qui mettent en échec pour le moment. Un retour ici sur les 4518, 4470 avec la moyenne mobile sans période. Attention à l'accélération en cas donc de déception au niveau de la BCE. On a déjà des déceptions au niveau des PIB, ce qui n'a que peu d'importance. La BCE va tout de même avoir un impact important. Je le rappelle, Apple également ce soir, et puis Sell in May Go Away. Donc voilà, nous arrivons à un tournant, mais si effectivement les marchés continuent de progresser, il pourrait y avoir une poursuite de l'accélération haussière jusqu'au comblement du gap ici sur le CAC. Voilà, nous poursuivons sur le DAX également. Le DAX, donc, nous avons eu ici des publications plutôt décevantes, notamment l'évolution du nombre de chômeurs qui était auparavant en Allemagne, donc qui a été publié à 9h55. Il est 10h07, je le rappelle. 1000, donc c'était le précédent nombre de hausse de chômeurs. 76 000 attendus, nous sommes à
373 000, donc pas d'impact hein, sur l'indice, bien sûr, un indice qui reste à l'équilibre en tout cas, au-delà des 11 100 points. Le taux de chômage qui monte à 5,8%, nous étions à 5% au précédent, nous attendions 5,2%. Donc voilà, des bonnes nouvelles encore au niveau de l'Allemagne, mais nous sommes toujours dans des données qui ont été pricées, même si les publications sont extrêmement décevantes. Hein. 76 000 attendus, 373 000 finalement. En tout cas, prochaine publication ici, ce sera le PIB au niveau de la zone euro, l'IPC également dans une moindre mesure, et puis la Fed, la BCE, pardon, également en fin de journée. Nous aurons également les inscriptions au chômage aux États-Unis cet après-midi, mais voilà, il y a Gilead également qui pourra permettre une nouvelle fois de soutenir la tendance. En tout cas, au niveau du DAX, nous avons dépassé le seuil des 11 000 points, mais nous sommes venus tester ce plus bas. Donc nous allons regarder 11 265, nous allons regarder un journalier pour commencer. Voilà, et 11 265 qui est le plus bas de 2019, en tout cas de la deuxième moitié de 2019 ici, qui a bloqué, qui a mis en échec donc la progression, l'oblique également à quelques points près ici, et les 11 500, donc ce comblement du gap. Un message d'espoir, en tout cas non... Un message qui serait perçu comme un espoir, en tout cas des marchés, devrait permettre également ici de combler le gap, qui pourrait être visible dans la journée avec des hausses tout de même assez importantes. Par rapport à la clôture d'hier, voilà, nous sommes sur une hausse de seulement 2,77, hein, donc nous avons eu des hausses de 3% durant les dernières séances, donc tout à fait plausible de venir ici combler le gap sur les 11 525 points. Au contraire, le retour ici en journalier, 11 000 points, le seuil des 11 000 points et un retour sur les 10 800 points qui est notre objectif baissier, qui était la résistance, qui a été cassée ici. On le voit également donc en journalier, hein, l'accélération, voilà, depuis ici ce dépassement, donc une nouvelle accélération au-delà des 11 000 points ici. Un échec donc, le 11 444 pardon, pour le... non, voilà, 11 520 donc pour le comblement du gap ici, au-delà des 11 000. En tout cas, nous pourrions en revanche, dans l'attente de la BCE, venir tester ces 11 000 points, bien sûr dans l'attente des marchés, même si nous avons des publications décevantes. Les marchés sont plutôt dans l'attente d'avoir des nouvelles, mais qui pourraient être plutôt positives pour les marchés, en tout cas d'un point de vue positif. Et puis, ce sera la BCE, donc les taux de dépôt, les perspectives économiques et les junk bonds et l'Italie et la dette des États, bien sûr, sous surveillance. La BCE pourrait en revanche se montrer plus fébrile. Attention, donc sous les 11 000 points, ce serait un retour sur les 10 800 qui nous attend. En revanche, au contraire, un rebond ici sur les 11 000 points et un message perçu positif, comblement du gap vers les 11 520 points. Voilà, maintenant les indices américains qui eux ont déjà comblé un certain gap, un gap pour certains. Au niveau ici de l'indice américain Dow Jones 30, donc il y a un gap également à combler ici qui est plutôt un peu plus haut tout de même sur les 25 800 points. Il y a l'échec sous les 25 000 points, nous pourrions venir tester ici sur les futurs, hein, les 25 047, 25 050 points qui est le plus haut ici depuis cette ouverture de gap important. Attention au recul qui nous mènerait ici au contraire sur les 24 250 points, mais de la même façon des marchés qui sont plutôt positifs. Voilà les niveaux donc, que nous allons surveiller sur l'indice américain. Nous allons regarder en hebdomadaire également. L'hebdomadaire donc qui a bien montré ce rebond, cette accélération au-delà de la moyenne mobile 200 et au-delà ici de ce plus haut. Si nous avons un échec justement, en tout cas du pessimisme sur les marchés, ce qui paraît pour le moment difficile à anticiper, parce que au-delà de la BCE, il y a de l'autre côté les inscriptions au chômage qui pourraient donner lieu à une nouvelle communication positive sur Gilead notamment, qui soutient les marchés. C'est une très bonne nouvelle bien entendu, hein, si nous avons un remède efficace, mais tout de même n'oublions pas que l'impact sur les actions, en tout cas sur les entreprises, est déjà fait. Et même si nous avons donc des médicaments qui permettent de soigner ce virus, ce qui permet d'enlever en effet une belle épine du pied de l'économie, cela n'est pas le rebond de l'économie n'est pas encore réalisé.
Attention donc tout de même. Ici, voilà, le retour sous les 24 220 vers la moyenne mobile, 200 périodes ici, 23 800 points. En revanche, le dépassement des 25 000 et nous pourrions venir donc combler ce gap, le gap que nous avons vu en journalier ici et qui est situé sur les 25 837 au-delà des 25 047 points. Ici donc plutôt un retour sur les 24 280, voire nous pourrions revenir 24 800 que nous avons vu donc en hebdomadaire. Nous allons terminer en 4 heures sur l'indice. De la même façon, plutôt une belle tendance haussière ici qui se poursuit. On le voit ici avec les plus hauts. Et nous avons donc voilà, encore une certaine marche. Si nous regardons les plus hauts récents, 25 050 et le comblement du gap. Au retour au contraire sur les 23 800 points. Le S&P 500, lui, qui a poursuivi également son accélération avec le test des 3000, avec l'objectif donc haussier qui a finalement été atteint avec le comblement du gap donc que nous avons observé ici. On va regarder en journalier. Voilà, ce gap a été comblé, donc actuellement nous sommes tout juste dessus, comblement du gap ici, et le test de la moyenne mobile sans période. Donc voilà, notre objectif haussier était sur ce comblement du gap, 3000 points, c'était c'était donc le range d'objectifs. En cas de rebond sur les futurs, l'objectif de venir tester les 3024, mais attention à l'échec avec le comblement du gap, attention à l'échec sous la moyenne mobile sans période, ici qui pourrait nous conduire une nouvelle fois, ici sur les 2892, ce plus haut que nous avons observé le 17 avril et le plus haut que nous avons observé le 10 mars également, et sous ce niveau, un retour ici sur l'oblique, voire une accélération en dessous. Un maintien et un dépassement ici des 3000 points de la moyenne mobile 200, retour plus haut sur les 3144, c'est 3144 voilà, qui était le plus haut de décembre, donc voilà, les plus hauts historiques de nouveau sur les indices américains. Voilà, sur le S&P, nous terminons sur la flèche, sur l'étoile filante ici, le Nasdaq 100, qui lui a bien dépassé tous ses plus hauts depuis bien longtemps, Nous sommes déjà sur les plus hauts historiques de 2020, donc voilà, passé inaperçu cette hausse avec les GAFAM bien sûr, Google qui a progressé de plus de 9% également. Avec des résultats plutôt positifs, en tout cas qui ne sont pas décevants, et pas de perspectives, ou des perspectives très comment dire, vagues sur le deuxième trimestre, qui devrait être tout de même sous pression avec la baisse des dépenses publicitaires. On l'a vu d'ailleurs au travers de WPP, qui est le premier numéro 1 de la publicité au monde, qui voit un avenir plutôt décevant. En tout cas, nous revenons ici, dépassement des 9000 points, dépassement de ces plus hauts niveaux, plus de résistance donc qui bloque, un nouveau comblement de gap ici sur les 9400, 9500 points donc, et donc un retour sur les plus hauts historiques qui pourrait être visible d'ici peu de temps. Nous sommes revenus également dans l'oblique en 4 heures, dans ce canal, nous sommes au-delà de tous les niveaux. Premier objectif intermédiaire ici en hausse sur les 9200 points, et par la suite comblement de gap, 9432. Ici nous surveillerons tout de même Apple également, Apple qui compte beaucoup pour cet indice Nasdaq 100, mais voilà, des perspectives, des résultats qui pourraient être moins décevants que prévu. Et comme les perspectives ne sont pas surveillées, comme nous n'avons pas de perspective, voilà, cela pourrait être positif. Mais attention tout de même, Apple, la BCE, Apple et l'adage Sell in May, donc qui pourrait amener justement à des prises de bénéfices, pas forcément des baisses de 8% comme on a vu auparavant, ou une prise de conscience des investisseurs sur la réalité économique. Nous n'allons pas jusque-là tout de même, mais plutôt une prise de bénéfices qui pourrait amener à une baisse tout de même assez importante, notamment sur le Nasdaq 100 avec des gonflements de capitalisation importantes, et donc pas forcément demain, c'est le premier jour de mai, mais attention à mai qui pourrait amener justement à des prises de bénéfices. Voilà, des facteurs qui sont à risque, notamment avec la BCE et avec Apple, et ces prises de bénéfices qui pourraient commencer. Mais bien sûr, les marchés ne voient pas ne voit pas les PIB, ne voit pas le discours plutôt pessimiste de Jérôme Powell sur le fait que l'économie va mettre du temps, qu'il ne peut pas dire quand est-ce que la reprise économique va être visible, quand est-ce que
même si jamais ils vont réussir à atteindre le niveau de croissance et de chômage qui a été atteint avant la crise économique. La Fed ne sait pas le dire et cela ne pourrait jamais se passer, mais les marchés continuent d'acheter. En revanche, il y a Gilead donc, qui va donner qui a donné un coup de fouet. Et donc, malgré tous ces points négatifs qui pourraient venir dans la journée et par la suite, voilà, la hausse continue de se poursuivre. Mais attention aux prises de bénéfices. Ces prises de bénéfices pourraient nous conduire ici sur les 8600 points, donc un retour assez important ici sur ces indices, moins 5% tout de même, sur plusieurs séances, de retour sur la moyenne mobile sans période, ce plus haut récent ici, 8600. Le maintien au-delà des 9000 $, en revanche, comblement du gap ici, 9430 points. Voilà donc sur les indices. Nous continuons maintenant avec les matières premières, le cours de l'or, de l'argent, du cuivre, pétrole toujours, et le bitcoin également qui poursuit son accélération haussière. Nous sommes sur le cours de l'or, toujours au-delà ici, le maintien au-delà de ce support, donc toujours une perspective fortement haussière sur le cours de l'or ici, malgré ces deux tests ici et cet échec, pas d'accélération haussière, un retour haussier, donc toujours les 1740 en ligne de mire ici. Le dollar également qui reste à l'équilibre est plutôt positif ici. Ce sont des marchés plutôt hésitants pour le moment et donc il pourrait y avoir également une volatilité importante sur le cours de l'or. Un retour haussier si nous avons une baisse modérée des marchés justement et donc un retour sur les 1740 ici. Au niveau technique, nous allons surveiller en cas d'échec ici sur les 1720, sous les 1720, cette oblique ici et surtout la moyenne mobile sans période. On le voit ici, cela a été dépassé maintenant, on le voit ici donc les baisses sous la moyenne mobile ont tout de même, l'oblique ont tout de même été soutenues par cette moyenne mobile sans période. Et donc en cas de retour sous l'oblique, nous allons surveiller le franchissement des 1700 $ actuellement, qui est la moyenne mobile sans période, et donc un niveau de support important qui pourrait conduire à une forte baisse et une accélération baissière par la suite sur le cours de l'or ici, et un retour sur les 1660 $, 1650. Attention à l'accélération, le prochain objectif sur la moyenne mobile 200 périodes, en cas de retour ici sous l'oblique, sous la moyenne mobile sans période. Ici au contraire, 1740 $ en ligne de mire, parce que tout de même à long terme, nous avons une perspective plutôt haussière sur le cours de l'or, et un retour ici sur les 1795. Voilà le cours de l'or. Nous passons également au cours de l'argent, qui vient de casser, de franchir cette résistance oblique ici, au-delà des 15 $, pardon. Objectif donc de revenir sur les 15,87 $ ici que nous voyons donc en journalier sur le cours de l'argent. En 4 heures également, la moyenne mobile sans période qui a une nouvelle fois été dépassée avec ce maintien au-delà des 15 $. Nous avons cette résistance au-delà un peu au-delà des 15,40, en tout cas 15,40 et 15,46 ici, le maintien au-delà des 15,46, nous attendons donc un retour, je le disais, sur les 15,80 $, 15,90 $. Un maintien d'échec comme nous voyons ici, retour sur la moyenne mobile sans période, et ce serait donc une accélération sous cette moyenne mobile sans période pour venir ici sur les 14,91 $. Nous suivons le dollar américain, attention, pas de volatilité attendue donc en ce début de séance, attention en début d'après-midi avec la BCE. Le cuivre également, le cuivre qui se maintient, qui est venu casser toutes les résistances, notamment cette oblique ici, et les 61,8 de Fibo, donc pour venir sur les 2,40 $. Ce retour légèrement baissier pour le moment, qui pourrait nous conduire ici à un retour donc sur les 2,37 $. L'oblique et le Fibo, attention, sous ce niveau ici, nous attendons ici un retour sur la moyenne mobile sans période, voire le seuil des 2,30 $, qui est un niveau important. Nous avons des PMI en Chine qui étaient plutôt positifs, mais je le rappelle, en Chine, la baisse extrêmement importante donc du niveau d'exportation qui est plutôt négatif, qui montre bien un ralentissement, mais la reprise chinoise, doucement, selon les informations que nous avons, permet également de soutenir bien sûr le cuivre ici, nous voyons cette accélération baissière depuis les 2 $ ici, donc une nouvelle accélération ici,
et qui pourrait donc nous permettre de franchir ces 2,44 $. Donc nous allons regarder en hebdomadaire. Donc nous pourrions venir sur les 2,44 $ que nous avons vu en journalier. Ici également les 2,43 $, 2,44 $, donc qui pourrait être l'objectif en cas de dépassement des 2,40 $. Nous suivons bien sûr l'évolution en Chine. Malgré des publications décevantes, nous avons tout de même une accélération ici et un espoir. Nous l'avons vu également, nous avons parlé sur l'AUD-USD qui se maintient pour le moment, mais attention donc à des craintes sur la reprise économique chinoise. Le pétrole toujours en forte baisse, des perspectives décevantes, on a vu Shell, donc on en a parlé, Royal de Shell qui a réduit son dividende divisé quasiment par 3 pour le trimestre. Première fois depuis 1940, ce qui est tout de même extrêmement inquiétant. Depuis 1940, il y a eu la crise de 2009, mais il y a eu aussi la crise de 87, il y a eu de nombreuses crises. La bulle également, c'était plutôt sur les valeurs internet, mais ça a tout de même fait baisser le marché. Mais 87, 91 également, avec la baisse du pétrole que l'on a vu. Enfin, il y a eu tout de même de nombreuses crises depuis 1940. Shell réduit son dividende pour la première fois. Le pétrole reste sous pression. Il y a 85 à 90% du stockage au niveau mondial qui est plein. Il y a donc peu de demande et donc le pétrole devrait rester sous pression importante. Par la suite, à moyen terme, tout de même, nous avons des perspectives plutôt haussières sur le pétrole, non pas forcément directement sur la reprise économique, mais sur la baisse de la production qui va être à marche forcée, donc qui va être à marche forcée, et avec la baisse donc de la production, notamment aux États-Unis, des faillites extrêmement importantes, donc qui va être néfaste pour l'économie, mais qui va baisser la production américaine et d'autres faillites très probablement, des réductions d'investissement également, donc qui est plutôt positif pour le pétrole à moyen terme. En revanche, bien sûr, toujours des craintes importantes à court terme et pas de perspective haussière, à part bien sûr ici des marchés qui sont en hausse avec Gilead notamment, et donc qui permet une hausse sur le cours du pétrole. Mais attention tout de même, ici au niveau technique, nous sommes sur le contrat juin, je peux regarder le contrat cash, nous sommes à peu près sur les mêmes perspectives haussières ou baissières, mais voilà, le niveau, le spread s'écarte encore, 1,45 $ de spread entre l'échéance juin ici et le brut, et le cash en tout cas. Le cash que nous avons ici sans échéance, que nous disons, est également sur l'échéance prochaine, donc juillet, c'est pourquoi nous avons un différentiel important. Au niveau technique, l'échec sous les 19 $ ici, sur l'échéance juin, ce sont les 18,35 ici, donc l'échec pourrait nous amener à une baisse plus importante, en tout cas un retour baissier. Au niveau journalier, donc les 19 $ sous surveillance. Le maintien pourrait me permettre de venir ici sur les 20,60 $ ici, cet ancien plus bas qui a permis le soutien. Donc, c'est à court terme. En cas d'échec, en revanche, attention au retour à la volatilité importante, et nous allons l'observer en 4 heures également. Voilà, de la même façon, on voit ce niveau. On va revenir sur le graphique. Voilà, ici donc le dépassement, le maintien au-delà ici, les 20,60 $, voire un test de la moyenne mobile sans période. Un échec ici, et nous pourrions voir donc une nouvelle accélération. On va regarder en 15 minutes justement ces niveaux, et les 15 minutes. Voilà, nous voyons donc un échec sous cet ancien plus haut. Attention au retour donc ici sous le plus bas récent, et le plus haut, l'ancien plus haut récent également, situé à peu près sur les 17,90, 17,80. Ce serait donc une baisse plus importante, et nous pourrions revenir ici sur notre ancienne résistance 23,6 de Fibo sur les 16,20 $. Voilà donc sur les matières premières. Nous terminons donc sur le Bitcoin qui a fortement accéléré, qui a dépassé toutes nos résistances, et donc qui est plutôt sur une tendance haussière avec en plus ce double rebond sur les 9 000 $. Nous avons dépassé le niveau important des 9 000 $. Le Bitcoin qui évolue de la même façon que les marchés financiers, avec cette hausse importante, cet espoir donc sur les marchés. Nous avons cette accélération qui a été visible ici depuis les 7 000 $, une hausse extrêmement importante donc
sur le Bitcoin. Une hausse de 41% donc sur le Bitcoin ici, 46%. Attention donc en revanche à l'échec à se maintenir. Nous pourrions voir un test des 10 000 $, bien sûr, voire venir tester le plus bas, le plus haut récent si les marchés continuent d'accélérer, ce qui semble se profiler ici malgré toutes les nouvelles décevantes. La BCE, bien sûr, tout à l'heure, mais Apple pourrait permettre un nouvel achat important sur les valeurs technologiques américaines. Bien sûr, Apple, ce sera à la fermeture des marchés. Donc ici, les niveaux que nous surveillons, le maintien au-delà des 9240, retour sur les 10 000 $, puis un test ici des 10 500, un échec à se maintenir, retour sur les 9000, attention ici qui est notre niveau pivot important, sous les 9007 $, les 9000 $, le retour ici sur les moyennes mobiles, 100 et 200 périodes situées sur les 7900 $. 8000 $, pardon. Voilà donc pour le Bitcoin, voilà pour cette analyse technique. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve nous cet après-midi à 16h. Ce sera pour les actions avec de nouveaux résultats. Nous détaillerons notamment les pétrolières ou d'autres résultats décevants. Et nous regarderons bien sûr les marchés peut-être qui continueront de monter. La BCE donc cet après-midi à 14h30. Les résultats d'Apple donc ce soir après la clôture. Et bien sûr les inscriptions au chômage également dans l'après-midi. Et n'oublions pas que nous entendons donc dès demain, le mois de mai, Sell in May and Go Away. Merci encore à tous et très bonne journée.